Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, est notre invitée exceptionnelle sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie, en ce 20 mars. Louise Mushikiwabo, c'est la journée mondiale de la francophonie. Je m'éduque, donc j'agis. C'est le thème pour ces 93 États et gouvernements qui constituent dans le monde entier cette communauté pour la paix, pour l'éducation, pour la pluralité des langues. C'est une grande journée, cette journée de la francophonie 2025. Tout à fait. Alors, tout d'abord, un grand merci, cher Patrick et TV5 Monde, d'être une des voix les plus audibles de la francophonie dans le monde. Nous sommes en 2025. Cette année, nous avons voulu, pour la journée de la francophonie, mettre à l'honneur l'éducation. Les bienfaits de l'éducation sont connus universellement, mais nous pensons de plus en plus, surtout vu les turbulences qu'il y a dans le monde aujourd'hui, que tout ce qui est éducation doit être mis à jour, que les jeunes qui composent l'espace francophone doivent être préparés, mieux préparés, outillés pour pouvoir naviguer dans ce nouveau monde. Voilà pourquoi nous avons voulu rappeler l'importance de l'éducation, mais aussi dire éduquons plus intelligemment pour que ceux qui éduquent et ceux qui se font éduquer puissent agir consciemment et en sachant que bon, le monde change. Oui, voilà. avec les défis du numérique, de l'intelligence artificielle, qui changent finalement la donne pour l'ensemble du monde francophone, au fond. Alors, le numérique qui est avec nous depuis longtemps déjà, s'est mis en vitesse d'accélération et l'intelligence artificielle qui change beaucoup, qui est une vraie révolution. Le monde francophone doit l'embrasser, ne peut pas s'en passer, surtout que les bienfaits, il y a aussi des méfaits, mais les bienfaits de l'intelligence artificielle, par exemple sur l'éducation, sur la santé, sur beaucoup de domaines de la vie, sont des bienfaits qu'on souhaite pour le monde francophone. Les méfaits, bien évidemment, et c'est pour ça que s'éduquer intelligemment, c'est aussi comprendre ce que c'est et les conséquences, par exemple, de la désinformation. Les conséquences de la manipulation d'informations qui est partout, qui est partout dans le monde et le monde francophone n'est pas épargné. Oui, et l'éducation, je pense évidemment, une des missions de la francophonie, c'est les jeunes filles, l'éducation de l'égalité au fond. Et ça, c'est aussi un des grands enjeux de cette journée, de l'éducation. Tout à fait. L'éducation, aujourd'hui, alors l'OIF en particulier, mais aussi différents opérateurs de la francophonie, sont dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'égalité femmes-hommes. Et par exemple, aujourd'hui, dans les curricula à travers le monde, on ne peut pas s'imaginer un système d'éducation qui n'inclut pas, qui n'inculque pas cette valeur capitale d'égalité homme-femme, qui ne profite pas des avancées technologiques, qui ne s'assure pas, et c'est le cas, c'est une grande priorité pour notre organisation, que les petites filles, un peu partout dans le monde francophone, ont accès à l'éducation. Oui, là, une actualité, 3 pays africains qui ont décidé de suspendre leur participation à l'Organisation internationale de la francophonie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui expliquent qu'ils ne peuvent demeurer membres d'une organisation aux agissements incompatibles, disent-ils, avec les principes constitutionnels fondés sur la souveraineté de leurs États. Ce sont 3 pays où des putschs militaires ont installé par la force des gouvernements qui ont depuis lors été suspendus de l'Organisation internationale de la francophonie et qui décident donc maintenant d'en sortir eux-mêmes. C'est ça. Alors, moi, c'est une décision, cette décision de retrait de 3 de nos pays dans la région du Sahel. C'est une décision qui m'attriste parce que j'ai voulu, depuis que nous avons décidé
c'est les États membres, bien évidemment, dans des réunions que moi je préside, mais c'est des décisions des États. Nous avons, d'après les textes auxquels ces 3 États ont souscrit, par ailleurs, le texte politique de l'Organisation internationale de la francophonie, la déclaration de Bamako, est un texte qui a été adopté en 2000 au Mali, à Bamako. Le Niger, un pays fondateur avec le président Amani Diori à l'époque, en 1970. Donc, c'est des pays qui sont très proches de notre organisation. Ça me désole, mais en même temps, il y a aussi le fait que même si moi, personnellement, j'évolue dans le monde politique depuis quelque temps, je ne suis pas convaincue que l'approche punitive est toujours une bonne approche. Je ne suis pas pour les sanctions, sauf quand les sanctions peuvent changer les choses, peuvent améliorer les situations. Alors, nous sommes plusieurs États à discuter, à prendre les décisions, mais j'aurais aimé qu'après la suspension, on puisse s'asseoir avec ces pays-là et voir comment sortir de la suspension. C'était le cas notamment avec la Guinée qui nous a approchés après suspension et nous avons accompagné ce pays, nous continuons d'accompagner ce pays. C'est des textes auxquels ces États eux-mêmes ont adhéré de leur plein gré. Et pour moi, si vous voulez, les décideurs au plus haut niveau de nos États ont le droit le plus absolu d'adhérer ou de sortir d'une organisation multilatérale. C'est un peu dans l'air du temps, avec les réalités géopolitiques qu'on voit aujourd'hui. Mais bon, pour moi, c'est des enfants d'une famille qui s'éloignent de la famille. Nous restons très ouverts, bien évidemment. Si jamais les pays changent d'avis, nous sommes ouverts à une discussion. Mais bon, cette approche et cette suspension, ça a été acté par ces mêmes pays également, aux côtés des autres, depuis l'an 2000. Et donc, moi, j'aurais préféré qu'on puisse avoir un échange avec les autorités de ces pays et avancer. Vous êtes toujours prête à ce dialogue, à ouvrir ce dialogue ? Bien évidemment, d'après nos textes, d'après nos règles, la suspension, une fois qu'elle est... le retrait, une fois qu'il est signalé, on attend 6 mois avant que la décision de départ soit actée, d'après notre charte. Donc moi, on célèbre une journée de la francophonie où j'ai quand même un petit pincement au cœur parce que j'aurais aimé que ces pays restent avec nous. Oui, ils sont importants. Vous dites qu'ils font partie de la famille, au fond. Absolument. Et nous avons quand même une relation, c'est le cas de notre organisation, la francophonie, qui est une organisation fondée sur la collaboration, le vivre ensemble des peuples francophones. Au-delà des dirigeants des États, nous sommes une organisation qui est très tournée vers les populations francophones. Et vous resterez tournée vers ces populations de ces pays du Niger, du Mali, du Burkina? Absolument. Vous savez, même les pays où il y a des communautés francophones, même francophiles, mais où les États ne sont pas nécessairement membres de notre organisation, ça nous intéresse. Moi, ça m'intéresse. La communauté francophone qu'il y a, par exemple, dans plusieurs pays de l'Amérique latine, en Amérique du Nord, la Louisiane qui est maintenant membre, les États-Unis ne sont pas membres, mais c'est une communauté, les Louisianais sont une communauté qui a des liens de parenté avec notre organisation. Moi, je suis pour qu'on aille vers les communautés francophones. Et donc,
ces décisions qui sont à caractère politique et honnêtement, qui sont ce retrait de ces trois pays. Et pour moi, enfin, notre organisation est un petit peu une victime collatérale de la géopolitique actuelle. Vous dites au fond de la mauvaise relation désormais avec la France, par exemple. Il y a ça, il y a la mauvaise relation, il y a cette crise qu'il y a eu entre ces trois pays et la France, mais il y a aussi une crise du multilatéral, en fait, où c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, vu les agissements de plusieurs pays, de dire « je n'ai plus besoin de cette organisation ». Je me retire. C'est pour ça que je disais, c'est dans l'air du temps. On souscrit à des protocoles internationaux, à des accords, mais on en sort selon la volonté des dirigeants. Moi, je pense que c'est le droit de ces États de se retirer. Nous, l'OIF, en tout cas moi, secrétaire général de l'OIF, nous restons très ouverts. Nous restons, dans la mesure du possible, proches des activités que nous avons menées depuis plusieurs années auprès des populations de ces pays-là. Et donc, c'est pour nous, à la fois, c'est une reconnaissance du fait que les dirigeants, les décideurs au plus haut niveau des pays peuvent prendre toute décision qu'ils veulent par rapport aux organisations auxquelles ils appartiennent. Mais en même temps, j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas. Oui, mais pas question de remettre en cause la souveraineté de ces États, contrairement au communiqué qui dit que l'OIF a finalement atteint la souveraineté de ces trois États. Non, en fait, l'OIF n'a pas atteint la souveraineté de ces États. Nous avons appliqué des textes que ces États-là, ces pays-là, depuis l'an 2000, ont accepté, auxquels ils ont souscrit. Le monde multilatéral est fait de chartes, de protocoles, de textes fondamentaux auxquels les États ont souscrit. Si vous voulez, ça aurait été une bonne chose de rester dans l'organisation et demander à ce que les règles changent. Plutôt que de dire qu'on applique des règles que ces pays-là eux-mêmes ont voulu. Oui. Voilà, donc non, on ne peut pas prétendre atteindre la souveraineté des États. Ce n'est ni notre intention et ce ne serait pas possible de toute façon. Oui, un mot alors. D'autres pays, évidemment, le Liban. C'est très important parce qu'il y a eu un changement, nouveau président, nouveau gouvernement, un ministre de la Culture, Hassan Salamé, parfaitement francophone. Vous voyez ces changements de manière très, très positive, ce qui est en train de se passer, ça donne de l'espoir? Alors, le Liban, aujourd'hui, nous célébrons le 20 mars plutôt avec une certaine satisfaction. Ça va mieux au Liban que ce n'était le cas il y a même quelques mois. Et je suis fière parce que nous avons, en tant qu'organisation, voulu rester auprès des Libanais, exprimer notre solidarité. Je suis allée au Liban en pleine pandémie pour ouvrir un bureau de l'OIF à Beyrouth. Nous sommes présents là-bas. Nous avons beaucoup œuvré auprès des autorités libanaises sur le plan international. Nous avons exprimé la solidarité à travers des textes. C'est important pour un pays qui en a besoin, notamment lors du dernier sommet qui s'est tenu ici en France, le sommet de Villers-Cotterêts. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avons un président nouvellement élu qui est très engagé pour la francophonie. Nous avons déjà échangé des courriers. J'ai rencontré la semaine dernière à New York la première dame du Liban. Nous avons parlé des projets futurs, surtout concernant les femmes, puisque nous sommes très actifs au Liban, aux côtés des organisations de femmes. Et donc, le Liban, ça va plutôt bien. Donc, c'est un sujet de satisfaction. Bien évidemment, tout n'est pas réglé. On reste vigilant, on reste tout près de cet État membre qui représente vraiment la francophonie dans cette région. Oui, un autre pays, c'est Haïti. Et là, il y a des inquiétudes, évidemment. Il y a une feuille de route, une possibilité d'élection. Ce que vous souhaitez, vous avez constitué une mission qui s'est rendue sur place. Là Haïti est, j'allais presque dire, au bord de décisions très importantes pour son avenir. Tout à fait.
Haïti, je ne vous cache pas que nous avons eu beaucoup de frustration depuis 2019, mais nous ne pouvons pas prétendre être plus frustrés que les Haïtiens eux-mêmes qui vivent une situation extrêmement compliquée, qui seront en définitive ceux qui vont changer la donne dans ce pays. Tout comme le Liban, nous avons été très engagés en Haïti. D'ailleurs, il y a juste 2 jours, nous avons tenu ici au siège à Paris une réunion extrêmement importante où j'ai pu partager avec tous les États membres en retour de mission de mon envoyé spécial en Haïti, l'ancien président du Burundi, M. Domitien Ndayizeye, qui est venu partager ces constats. Nous sommes effectivement engagés aux côtés des différentes autorités haïtiennes, le Conseil présidentiel, le gouvernement, la société civile, beaucoup de personnalités et de personnes en Haïti pour accompagner ce pays sur un chemin qui est extrêmement important où d'ici le 7 février 2026, il doit y avoir une élection avec des personnes qui sont totalement légitimes à travers les élections. Donc notre rôle politique à travers la supervision de mon envoyé spécial, c'est justement de continuer à accompagner Haïti. Ce n'est pas évident, mais nous, à l'OIF, nous ne souffrons pas de la fatigue Haïti et nous sommes conscients aussi que comme le Liban, c'est un pays qui représente beaucoup pour notre organisation dans la région des Caraïbes et des Amériques. Oui, pour la première fois depuis 1 an, concernant la situation à l'est de la RDC, le président du Rwanda, Paul Kagame, et le président de la RDC, Félix Tshisekedi, se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés au Qatar. Et les propos ont été optimistes. On a une interview au Figaro du président de RDC qui dit « J'appelle à une paix définitive ». Là, c'est vraiment un réel espoir, cette rencontre qui a eu lieu. Alors, effectivement, la rencontre entre les 2 présidents, le président de la République démocratique du Congo et le président du Rwanda au Qatar il y a 2 jours, était une bonne nouvelle. D'abord parce que les 2 chefs d'État ne s'étaient pas vus, ne s'étaient pas parlé depuis un certain temps. C'est un signal positif. Il y a du travail à faire, bien évidemment. C'est une situation, comme vous savez, qui est très complexe, où il y a beaucoup d'acteurs à l'intérieur de la région, mais aussi bien au-delà. Et donc, nous à l'OIF, depuis à peu près 7 mois, nous avons, avec la décision des États, à la demande de la RDC, convenu d'envoyer une mission d'information et de contact, c'est-à-dire une mission qui va parler aux différentes parties prenantes à Kinshasa, à Kigali, à Nairobi, à Luanda, et revenir avec des suggestions des activités qu'on pourrait mener en tant qu'organisation à laquelle les pays de la région appartiennent. Mais nous trouver des créneaux où l'OIF peut avoir une plus-value. Encore une fois, parce qu'on ne veut pas juste s'impliquer pour s'impliquer, on veut pouvoir apporter une petite contribution à la stabilité. Et je pense, comme l'a souhaité le président de la RDC, le mot-clé, c'est définitif. Je pense que cette région a vraiment besoin de stabilité et de paix définitive. Oui. Et la francophonie, évidemment. C'est la fête, au fond, le 20 mars, c'est aussi la fête de la langue française, des écrivains, de tous ceux qui défendent la beauté de cette langue. Le prix des 5 continents, c'est une occasion de récompenser des auteurs. Alors, cette année, 10 finalistes, vous avez beaucoup d'autrices, c'est beaucoup de femmes. Ça, c'est un signe de quelque chose. C'est une autre bonne nouvelle pour nous, ce 20 mars. Effectivement, le prix des 5 continents, un grand prix littéraire avec des talents
incroyables qui viennent du monde entier, qui s'expriment donc dans notre langue, en langue française. C'est tout un processus avec un jury de sélection. Nous avons effectivement, et c'est le mois de mars, qui est aussi le mois de la femme, beaucoup de femmes finalistes, une grande majorité. Oui. Ça veut dire que ce sera peut-être une femme de femmes finalistes. Je ne vous dirai pas, mais ce sera une très bonne nouvelle. En tout cas, ce soir, on aura un récit formidable, des livres, mais vraiment qui racontent les vies. Oui, qui parle du moment présent, qui parle de toutes les faits de société, de l'immigration. Du moment présent, des difficultés de la vie, des droits des femmes, de l'exil, de l'immigration et des histoires aussi de positivité dans la difficulté. Ces 10 finalistes ont été sélectionnés surtout parce qu'ils apportaient une grande diversité dans des leçons de vie. Oui. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir combiné ce prix des 5 continents avec la Journée internationale de la francophonie, ce 20 mars. Quand je dis c'est une fête, c'est de dire aussi, c'est ça la francophonie. Vous avez parlé du mot famille, hein, Louise Mushikiwabo. C'est qu'au fond, ce jour-là, on célèbre des valeurs, on célèbre quelque chose qui unit au-delà de toutes les frontières. Et j'allais presque dire, cette francophonie, elle n'a jamais été aussi vivante quelque part. La francophonie est très vivante aujourd'hui. Vous savez, moi qui suis tout ce qu'on fait sur le terrain, qui voyage à travers les 5 continents et qui côtoie beaucoup de francophones, surtout les jeunes, je sens une certaine énergie. Je sais aussi, je ne suis pas naïve, je sais aussi que concernant la langue française, il y a du travail à faire. Effectivement, j'étais aussi aux Nations Unies la semaine dernière pour discuter avec les autorités onusiennes de l'aspect multilinguisme sur lequel nous travaillons ensemble. Nous avons des difficultés en traduction française, par exemple. Il y a un recul, il y a un manque de traducteurs d'une certaine qualité. Tout cela, le 20 mars, c'est l'occasion de fêter tout ce qui est bien, tout ce qui se passe dans notre espace, mais c'est aussi une journée de prise de conscience du travail qui reste à faire. Merci Louise Mushikiwabo. Merci pour Patrick. Cet entretien exclusif sur TV5 Monde, la journée mondiale de la francophonie aujourd'hui, 20 mars. Merci à toi Patrick. Infiniment. Merci.